si vous êtes prêts. Allons-y. Eh bien, donc, bonsoir. Merci Marie d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous et toutes d'être là. En premier mot, je souhaiterais évidemment remercier l'association Désir de lire. Vous le savez peut-être, donc l'association accueille des auteurs en résidence de création et Marie Cosnet est accueillie dans ce cadre-là par l'association Désir de lire à Sigons. Je tiens à souligner le travail que fait l'association, Evelyne en particulier, et tous les gens bien sûr qui œuvrent à ses côtés pour donner des éclairages différents, toujours intéressants, autour du livre et de la littérature en particulier dans le cadre de ces résidences ou de journées qui sont proposées. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir et merci à Désir de lire pour cette dynamique de plus dans le pays de Forcalquier et à Sigons en particulier. Donc cette soirée s'inscrit, c'est une invitation qui nous tenait à cœur de recevoir Marie à la librairie et de proposer une carte blanche. Alors le principe de la carte blanche, on l'a proposé quelques fois avec le cinéma Le Bourget. Nous avons proposé une carte blanche à Marie, c'est-à-dire qu'elle nous envoie une liste de films qui sont importants pour elle, pour son œuvre. Et un de ces films a été choisi par Fabien et sera projeté au cinéma donc à 21h en deuxième partie de cette soirée. Introduit par Marie sur le choix de ce film. Et donc le film qui sera projeté ce soir, c'est Aguirre de Werner Herzog. Je n'en dirai pas plus sur ce film. Je découvrirai moi-même les ponts que l'on peut faire avec l'œuvre de Marie, qui sont, j'imagine, nombreux. C'est toujours un éclairage hyper intéressant, ces cartes blanches. Je suis très contente que tu aies accepté cette proposition. Alors, Marie est écrivaine. Elle a une œuvre en poésie. Elle est autrice, traductrice de textes antiques. On peut donc citer notamment cette fameuse traduction des Métamorphoses d'Ovide, publiée en 2017 aux éditions de l'Ogre. Sublime traduction et très belle maison. Il me semble, les premiers ouvrages parus, j'ai noté le texte Que s'est-il passé aux éditions du Chêne en 2003. Au départ, beaucoup d'ouvrages, des ouvrages de fiction poétique, une progression dans l'écriture depuis 20 ans, en tout cas au fil de ses publications. Quelque chose qui revient assez souvent, qui est de l'ordre de la quête d'identité, de la recherche de soi. Et puis, avec le temps, le focus semble s'élargir un peu. Ça, c'est ce que l'on perçoit dans cette évolution. Et il me semble, un tournant qui a été marqué par la publication d'un texte, Entre chagrin et néant, j'ai noté celui-ci, en 2011, aux éditions Laurence Tepper dans un premier temps, puis repris par les éditions Cadex, qui était un travail sur la parole des étrangers. Et aujourd'hui, les textes dont il sera beaucoup question, qui sont les deux ouvrages publiés encore aux éditions de l'Ogre, Des îles. Le premier, Des îles, publié en 2021, et celui-ci en 2022. Projet d'ampleur. Je vais bientôt arrêter de parler de Marie. Non, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Projet d'ampleur, en fait, où ce tournant marqué par Entre chagrin et néant prend du sens. Il est question dans Des îles de rapporter la parole et d'être auprès de personnes en exil, de migrants, de faire ce travail-là. Alors, Des îles 1 se situait beaucoup à Lesbos et aux Canaries. Ça se passe aussi, c'est très en lien
avec le Pays Basque, où tu résides, qui est une terre frontalière entre l'Espagne et la France. Et ce deuxième volume, donc, qui est centré autour de l'île des Faisans, on y reviendra, voilà, mais qui gravite aussi vers les îles Canaries, enfin voilà, toutes ces îles-là qui sont des lieux où se passe beaucoup de choses sur l'accueil des personnes en situation d'exil. J'aimerais lire un texte pour appuyer cette idée-là du tournant dans ton œuvre. Ce tournant-là, il est que l'écriture reste poétique, mais qu'elle ne peut peut-être se contenter de fiction. On vit une époque qui est bouleversée par des choses sur lesquelles, il me semble, et c'est à ça que s'attachera cette rencontre, sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux, en tout cas sur lesquelles tu ne fermes pas les yeux. Ce texte-là, je l'ai piqué à cet ouvrage qui s'appelle « À notre humanité », et tu y rapportes les mots de Elio Vittorini dans une correspondance à Moravia. Voici ce qu'il dit. J'envie les écrivains qui sont capables de s'intéresser à leur travail même pendant que des épidémies et des guerres font rage. Beaucoup des œuvres que nous lisons aujourd'hui existent précisément à cause d'une semblable capacité, et cette capacité, j'envie beaucoup ceux qui la possèdent. Je la considère comme une qualité qui peut rendre grand un écrivain, et je la recommande aux jeunes, mais je ne la possède pas. Un grave événement public peut, hélas, me distraire et provoquer un changement dans l'intérêt que je porte à mon travail. C'est ainsi que l'éclatement de la guerre civile en Espagne, en juillet 1936, me rendit soudain indifférent au développement de l'histoire à laquelle je venais de travailler pendant 6 mois d'affilée. Voilà, ce texte-là que je voulais qu'on ait en tête. Alors bien sûr, ton travail depuis ne s'intéresse pas que à ça. D'autres publications, aux éditions de l'Ogre notamment, qui sont des fictions aussi. Mais quand même, c'est une part importante. Elio Vittorini, quand il écrit ça à Moravia, donc c'est au début de la guerre d'Espagne, et il était en train d'écrire un petit roman qu'on peut lire inachevé, qui s'appelle Erika et ses frères, en français. Erika et ses frères. Et c'est vrai, c'est tout à fait raison de parler de tournant, en fait, entre Chagrin et Néant, entre Chagrin et Néant, ce sont des moments, en fait, où je vais 2 fois par semaine, pendant 1 an, au tribunal de grande instance de Bayonne, tribunal devant lequel paraissent des étrangers en situation irrégulière, qui sont dans les centres de rétention. On est en 2011, tu as dit que c'était le livre est 2011, donc on doit être 2009-2010 à peu près, je ne sais pas exactement, mais c'est juste après le moment où la rétention administrative des étrangers est établie. Alors elle existait déjà, les centres de rétention existaient, mais c'est avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy, en fait, et c'est depuis 2005 et puis après son élection, que les centres de rétention sont construits en France et qu'il y en a davantage. Et celui d'Hendaye a été construit là, à cette occasion, 2007, si on se souvient, 2007, 2008, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, c'était cette espèce de choses étranges qui se mettaient en place, et qui continuent à se mettre en place sur d'autres, vous allez voir comment, que ne pas avoir de papier, c'est-à-dire de visa, c'est-à-dire de titre de séjour, en fait, jusqu'aujourd'hui, et ça ne s'est jamais démenti, ce n'est pas un délit. Voilà. Vous n'êtes pas passible de délit pour ne pas avoir de papier. En revanche, des gens donc qui ne sont pas coupables d'un délit sont enfermés dans des centres qui ne sont pas des centres de détention, et là les mots sont importants, mais des centres de rétention, comme ça qu'on les appelle. Et c'était cette espèce de flou artistique entre le juridique et l'administratif, finalement, qui m'intéressait, puisque 2 fois par semaine, des gens qui étaient retenus dans le centre de rétention d'Hendaye passaient devant le juge des libertés pour que la juge des libertés décide si leur rétention était conforme, en fait, s'il n'y avait pas de vice de procédure, en fait, si la rétention était conforme ou pas.
Donc, c'est un protocole qui était assez étrange de passer devant le juge judiciaire pour décider d'une rétention administrative. Et tout ça, bon, c'est ce qui continue à m'intéresser hein, dans des îles 2, on le voit, mais comment tous les glissements sémantiques, où on voyait la juge, où c'était ses débuts à la juge des libertés, qui disait bon faites entrer le détenu non pardon le retenu comment on dit elle disait à la préfecture, enfin il y avait une sorte de panique dans les mots en fait dans la mise en scène aussi qui était voilà d'autant plus que et là je rejoins une autre de tes remarques, c'est que comme je vis ici voilà, aux Pays-Bas, entre la France et l'Espagne. Nous, ce qu'on voyait en fait à l'époque, 2010, on n'est pas en 2020 ou 2020, c'est le passage en fait vers les autres pays d'Europe. En fait, c'est le grand passage. Mais en 2010, pas du tout. Et donc en 2010, ce qu'on voit, mais rappelez-vous que 2010, c'est la politique du chiffre. On a peut-être oublié cette expression qui a marqué. L'expression a été un peu oubliée, mais pas l'événement. Et donc en fait, nous, ce qu'on voyait, c'est des gens qui repartaient au pays parce qu'ils étaient. C'est pas parce qu'on est résident dans un pays de l'Union européenne qu'on peut voyager dans toute l'Union européenne. Bon, on peut avoir un titre de séjour, c'est pas allemand, et ne pas pouvoir passer plus de quelques semaines en Espagne ou en France. Et nous, ce qu'on voyait, c'était des gens qui partaient, qui avaient donc un billet pour prendre l'avion pour retourner dans un pays parce qu'il y avait des obsèques, parce qu'il y avait un mariage, parce qu'il y avait le ramadan, etc. Et qui prenaient l'avion à côté de Saint-Sébastien, hein, ici, parce que c'était beaucoup moins cher que de le prendre depuis Bordeaux ou depuis Paris, vous voyez. Et donc ces gens-là passaient, étaient arrêtés côté France, étaient arrêtés côté espagnol, juste, disons, dans la bande des 10 km d'un côté de l'autre de la frontière, étaient ramenés en France et étaient expédiés dans leur pays aux frais de l'État français, mais qui avaient fait du chiffre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de manières de faire du chiffre que ça. Donc du coup, toutes ces aberrations de l'époque, on a complètement oublié ça, on n'en est plus du tout là. Mais je le signale parce que finalement, ce travail-là, donc, qui est publié en 2011, c'est peut-être le début où, je ne suis pas conscient forcément, mais où, oui, peut-être un peu, je commence à prendre conscience du fait que ben, c'est important de noter. C'est important de noter parce que, comme je le dis maintenant, 10 ans après, on aura oublié que la folie n'a fait que croître et que dans la future loi, que le fait de ne pas avoir de papier peut devenir un délit, en fait. Hein, mais que déjà, les faits l'avaient entériné, en fait. Les faits avaient précédé la loi. Les façons de faire avaient précédé la loi qui arrive 10 ans plus tard. C'était... voilà, donc c'est un peu ça. Et pareil, à Notre Humanité, ça sort en 2012. Hein. Je ne sais pas ça des autres, c'est la seule chose que je sais parce que c'est d'autres élections. Et que c'est un peu une sorte de, comment dire, dans les gens qui sont un peu, qui s'intéressent à l'empêchement, aux empêchements migratoires, on va dire comme ça, c'est un peu un dernier espoir. Raté, très vite raté, on le sait tous, mais une sorte d'espoir qui n'est pas d'espoir, mais enfin de se dire, mais c'est le dernier moment en fait, parce que ce qu'on verra dans les années à venir, on savait très bien que les années à venir seraient des années, et ça continue et ça va continuer, des années de déplacement forcé. C'est de déplacement forcé en fait. Les gens sont bien obligés de se déplacer et que si la politique était mise en place en 2008 continuait voire s'aggraver, on vivrait des catastrophes humanitaires que nous sommes en train de vivre en effet. Donc on le savait très bien et c'est pour ça notre humanité. Alors, au fil de cette rencontre, on s'attachera essentiellement à parler de ces ouvrages des îles, mais on traversera d'autres de tes textes. Je parlais de tournant, mais je ne pourrais pas m'empêcher, je pense, au fil de la rencontre, de dresser divers parallèles également avec la traduction des Métamorphoses, parce que pour moi, ce à quoi on assiste dans cette belle bibliographie, c'est véritablement à une métamorphose de la femme, de l'autrice en militante, de la littérature en trace puissante et de la poésie en récit. Mais on va quand même commencer avec ce premier donc, des îles, donc sous-titré Lesbos 2020,
Canaries 2021. Alors même si on l'a vu, l'autre, l'accueil, l'hospitalité sont un souci qu'on trouve déjà dans tes écrits précédents. Donc on parlait de Chagrin et Néant. Il y a également cet ouvrage-là, coécrit avec Mathieu Pott-Bonneville, qui s'appelle Voir venir. Qu'est-ce qui te pousse, et c'est là le point de départ de ce projet, en 2020, à partir pour Lesbos? Donc, tout ce que tu as dit, en fait, sur sorte d'urgence aussi et d'implication qui n'était pas une implication littéraire forcément, mais qui était une implication parallèle, en fait, à mon activité d'écrire, voilà. Même si en 2011, il y a cette espèce de charnière qui se fait déjà, mais je continuais à avoir une activité, j'étais à la CIMAD, au GISTI, enfin, je suis des formations, etc. Mais j'avais aussi une activité d'écriture de chronique, en fait, qui était davantage hébergée soit sur un blog, soit sur un blog hébergé par Mediapart, l'un ou l'autre, un blog personnel, qui étaient des moments, en fait, des moments que je devais, que je me sentais capable de commenter, on va dire. Mais c'était pour moi deux écritures différentes. Ça rentrait pas du tout dans le champ littéraire, même si j'écris de la même manière les uns et les autres, mais c'était pas du tout dans la même durée, c'était pas du tout avec le même souffle, c'était pas, bien sûr, c'était comme un peu, quand je parle de chronique, d'ailleurs après elles ont été réunies, hein, dans nos corps pirogues, mais même entre chacun et néant, ça a été écrit comme ça au fil, en fait, des chroniques, en fait, et celui-là aussi. C'était pas, je pensais pas à l'ensemble que ça allait former, au livre que ça allait former. C'était davantage un moment à, à saisir, en fait. Voilà, comme un cri, en fait, à un moment. Et donc, pas du tout le même engagement, en fait, que le livre en entier. Et puis, c'est ça qui est tombé, en fait. C'est ça qui s'est transformé. C'est cette espèce de double voix, en fait, qui n'a pas tenu pour une raison qui est très simple et anecdotique. C'est que je ne pouvais plus, l'un prenait la place sur l'autre. Et comme eh ben, j'écris et que c'est une des manières avec lesquelles je pouvais me déplacer pour comprendre ce qui se passait, ben voilà, j'ai décidé avec des îles de tenter. Ce ne sera pas du tout un ensemble exhaustif de ce qui se passe à nos frontières, loin de là. Et puis de toute façon, on est toujours pris de court puisqu'on est toujours en train de courir après l'événement. Puisque l'événement, donc j'ai énormément parlé dans le premier de Lesbos, de tout ce qui se passait sur les îles grecques, et puis les îles grecques au moment du Covid, plus ou moins, je ne dis pas qu'il n'y a plus de problème, hein, il y a des problèmes incroyables, mais le camp de Moria, par exemple, a brûlé. Après ça, il y a eu des camps qui ont été organisés, fermés, et puis les gens ont malgré tout quitté l'île, plus ou moins, il reste du monde, mais enfin, c'est plus du tout la même chose. Et puis, la route a été la route des Canaries, donc celle que vous voyez partir voilà, oui. Voilà, d'ici, hein, du Sahara occidental jusqu'aux Canaries. Ça, c'est la route espagnole, puisque les Canaries sont espagnols. Et ça a été 2020-2021, ça a été les plus grands départs et le plus grand nombre de morts aussi. Et puis la route de la mer d'Alborán, que je documente maintenant, en ce moment même, en étant à Sigons, de loin, qui est voilà, au départ d'Alger, hein, vers les îles Baléares, toujours la route espagnole en fait, vers les Baléares ou bien vers Almeria, l'Andalousie. Mais maintenant, je vous dis, on court toujours derrière son objet et on ne court pas assez vite. Aujourd'hui, c'est le sud de la Tunisie, c'était déjà bien sûr, puisque ça avait commencé, je l'ai vu tout à l'heure, ici. Donc vous savez bien pour la Libye, ça tout le monde a suivi parce que ça a été quand même très médiatisé. Et puis après la Libye qui était terrible, ça a été donc comme je disais la route espagnole. Et puis de nouveau ici, le sud de la Tunisie, Sfax, avec en 3 mois plus de 3000 morts. En 3 mois. C'est sur des morts qui ne sont pas répertoriées puisque ce sont des morts qui sont
causé au départ de la Tunisie. Donc ça, on peut pas. Il faudrait être plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui prennent note, qui témoignent, etc. Mais c'est vrai que le témoignage, il est toujours il court derrière son objet, voilà. Et donc, je suis pas sûre que j'irai au bout parce qu'il y a aussi un épuisement et qu'au bout d'un moment, c'est pas un épuisement personnel, mais c'est la matière qui est là c'est là que peut-être on peut parler de la différence entre les deux ouvrages. C'est très difficile, comment dire, dans des îles 1, par exemple, dans le premier, tu as parlé de la parole, en fait, des gens qui m'accompagnent et que j'accompagne, nous nous accompagnons mutuellement, mais avec chacun, en fait, nous avons un projet commun qui est que tenter de chercher quelqu'un qui a disparu, quelqu'un de la famille qui a disparu, tenter de l'obtention de papier et de faire tout ce qu'il faut pour, etc. Et ça, c'est une activité à plein temps, vous le savez, vous êtes... et donc, tout ce qui rentre dans le livre là, c'est comme une sorte de trop-plein au bout d'un moment, et voilà, donc... Tu écris dans le prologue du premier volume, pour ce premier volume d'observation de ce que font à nous-mêmes, au monde, aux liens, à nos liens, les empêchements de circuler, je suis allée à Lesbos. Je suis aussi beaucoup restée à la frontière qui est la mienne. Il y avait de quoi faire. Et puis plus loin, nous étions en silence devant une tragédie immense. Donc il y a à la fois, face à cette tragédie, la femme, l'écrivaine, les deux liés, et ce rôle-là, comment on accueille les paroles de ceux que l'on observe dans cette situation. Il y a l'enquête, en fait. Essayer tu écris également dans ce même prologue, sans moyens adéquats, il me fallait mener l'enquête autour des mers et dans des villes inhospitalières. L'enquête multipliait les hypothèses, une façon de faire l'histoire de ce phénomène muet de notre XXIe siècle, la disparition de populations. Tous ces récits que tu accueilles, les situer dans un parcours, comment aider, là, en tant que dans ton engagement de femme, de personne, et avec le matériau de l'autrice aussi que tu es. C'est peut-être ça que j'essaie de dire là, c'est que c'est très important, et ça l'est encore, et j'ai pas terminé le troisième volume, je vais le terminer ici à la fin du mois, je pense. Je suis allée presque au bout de ce que je pouvais nommer, parce que je ne peux pas nommer 3000 morts, et pour 3, etc., et c'est grossi, et ça grossit, et ça grossit. Et donc cet outil-là, qui est celui de l'enquête, qui est celui de la littérature, qui est celui qui était le mien, et qui est le mien encore, et qui a été le mien au plus juste de ce que je pensais pouvoir faire, et que je pouvais faire, disons que de la même manière que la fiction me tombait des mains, aujourd'hui, presque, le documentaire va me tomber des mains. Voilà, parce que ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas... Voilà, pour le troisième volume, je suis sur les îles Baléares. Sur les îles Baléares sont arrivés des corps... alors, ce n'est pas du tout l'immensité de ce que ça représente à Sfax, en Tunisie. Là, on est en Europe, on est sur les îles Baléares, on est à Almeria, on est à Alicante, on est dans des villes dans lesquelles on peut aller en vacances. On va en vacances, n'est-ce pas, les îles Baléares. Et on est dans des morgues, en fait, qui ne peuvent pas garder les corps assez longtemps. Et pourtant, ces corps-là, ils ne sont pas partis de loin, ils sont partis d'Alger. Les îles Baléares, c'est qu'une immigration algérienne, en fait. Ils ne sont pas partis de loin. Et on met plus d'1 an à identifier un corps, à identifier un cadavre, pour tout un tas de raisons de protocoles qui ne fonctionnent pas entre les pays, de mauvaise volonté à moitié dite, mais pas vraiment non plus, parce que chacun, malgré tout, voilà. Et on se rend compte, là, ces jours-ci, que en fait, ces corps-là servent, et c'était dans les plus grands fantasmes et les plus grandes terreurs de certaines familles algériennes, et nous, on disait, nous, ça veut dire les activistes ou militants ou accompagnants du côté espagnol, on disait non, cela est impossible, en fait. Mais les gens
craignaient, étaient terrifiés à l'idée qu'on brûle les morts, ce qui est très très important, parce qu'après il n'y a plus de traces, parce que c'est fini, on pourra plus prouver, parce que si on n'a pas pris d'ADN et relevé les, etc. Eh bien, on vient de le prouver pour au moins 2, on va espérer que que ce sont 2 cas singuliers. On vient de trouver les ordonnances des juges qui, oui, ordonnent la crémation de au moins donc 2 cadavres dont on arrive et qui ont été identifiés postérieurement, Alors, toute cette chose-là qui se documente, alors aujourd'hui, c'était un choix, c'était une volonté de prendre le tout petit, parce que de prendre le très grand, c'est-à-dire la situation politique dans son ensemble, voilà, c'est impossible. Et du coup, prendre au plus petit, aller voir comment ça se passe à Lesbos, quelles sont les différences avec les îles Canaries, qui ne sont pas devenues hotspot, exactement comme à Lesbos, parce que l'Espagne a toujours refusé des accords, etc. Mais c'est en train de changer. Et voyons qu'est-ce qui se passe là, voir ce qui se passe au départ de cette frontière, etc. Tout ça, ce sont des choses que je pouvais faire et que je me suis mise en demeure de faire, en me disant, ça, ce sont mes outils. Et maintenant, il va falloir trouver d'autres outils. Et je pense que ça n'ira pas sans un engagement plus exactement. Bon, voilà, je ne sais pas, je laisse ouvert. Il y a ça qui change du premier au deuxième volume. Le premier se termine avec une note autour de F, qui est Fatou dans le deuxième volume, qui est une note, voilà, une lueur d'espoir, en tout cas dans son parcours, le parcours de cette jeune fille. Mais dans le 2, il est beaucoup question de la mort, en fait, de cette urgence, de quelque chose qui prend beaucoup plus de place, en effet. De plus en plus. De plus en plus, oui. Il y a quelque chose sur les récits, sur ces enquêtes, en fait, ces bouts d'histoire qui arrivent par une parole, par un vécu qui est très fort. Alors, c'est pas vraiment une confrontation avec la vérité. Il y a le transport des histoires et des récits. Je lis un passage dans Nos corps pirogues, et alors c'est pas que ça amène... ça n'amène pas de doute, mais en fait l'enquête va loin parce que voilà, tu essaies de retracer avec différentes histoires, différents angles, et tu écris dans Nos corps pirogues au sujet d'un personnage. Je ne crois pas que tu es né en 2000, te dit-on. Qu'est-ce que ça peut faire que tu crois? Ce que tu vois est plus que ce que tu crois ou ne crois pas, et tu le vois. J'ai besoin de sommeil, d'eau, d'un toit, d'un chemin à poursuivre, d'histoire et d'amitié. Ce qu'on voit est plus que ce qu'on croit ou ne croit pas. Si nos expériences du monde sont absolument différentes, tu as tenu les yeux écarquillés face au vent du désert, sous les armes des hommes du désert, et tu étais prêt à mourir dans chaque nuit glacée. Elles sont partageables. Les routes que nous prenons sont celles que les conditions familiales et sociales, géographiques, notre courage, plus ou moins confirmé, nous ont décidé à prendre. C'est ça qui nous fait tourner la tête. Expérience incomparable et parfaitement partageable. Il y a parfois des histoires qui viennent contredire, qui viennent... voilà, je ne sais pas trop quoi dire de ça, mais Si, ça c'est une expérience tout à fait concrète. Moi, je connais, c'est 2017, donc la frontière basque qui devient une frontière de passage, en fait, de grand passage, de gens qui arrivent d'Afrique de l'Ouest uniquement, qui sont souvent guinéens ou ivoiriens, et qui sont mineurs, pas tous évidemment, mais beaucoup, un grand nombre de mineurs. Et la question qui après est devenue une question instrumentalisée du mineur isolé, qu'on a appelé d'abord mineur isolé étranger, puis après mineur non accompagné, dont tout le monde a entendu parler. Moi je ne connaissais pas, et puis je pensais que l'ASE faisait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire, et donc on rencontre, d'ailleurs c'est une rencontre assez amusante, alors du coup amener un peu de quelque chose d'un peu joyeux, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses joyeuses, heureusement. Au Pays Basque, entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, il y a une petite ville qui s'appelle Urugne. Et il y a un rond-point, là, ici, et puis sur ce rond-point, il y a un arrêt de bus. Et sur cet arrêt de bus,
mon compagnon et moi, on passe et on voit deux jeunes garçons avec des sacs plastiques noirs, avec des sacs plastiques au bout des bras, et on s'arrête en disant est-ce que vous avez besoin qu'on vous remonte parce qu'on va à Bayonne. Bon, on s'arrête un peu d'abord à Hendaye, on fait un tour ici parce qu'on a besoin de voir bref, de la famille, mais après on va à Bayonne. Non, 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 ils se méfient, ils disent non, non, non. Puis on repart, nous, et puis on se dit quand même, on aurait dû les aider. Donc on revient et on donne 10 euros à chacun, et c'est tout. Et on fait ce qu'on a à faire. Et puis le soir, on se dit, c'était le tout début, parce que les gens commençaient, cette route, elle n'était pas empruntée, pas encore. Ça a été un peu inaugural. Et on rentre chez moi à Bayonne, et puis on se dit, tiens, on a tout un tas de blousons ici. S'ils sont encore à la gare à Bayonne, ils ont dû arriver, on va leur porter des blousons. C'est ce qu'on a fait. On a porté des blousons. L'un d'eux était parti déjà, il avait quelqu'un qui l'attendait à Lyon, mais l'autre était à la gare, frigorifié, et était là, et on a donné les blousons, et ça a été l'occasion évidemment d'un lien fort, parce que s'est dit, mais non, c'était pas des flics, en fait, vous avez pris pour des flics quand c'est vide. Non, c'était pas des flics. Aujourd'hui, les flics, ils ressemblent pas à ce à quoi on ressemblait, nous, à ce moment-là. Mais donc, voilà. Et ce jeune homme est mineur, à ce moment-là, il a 16 ans, il est guinéen, il s'appelle Sa Kunduno. Il va partir à Paris. À Paris, il va rester dehors, il va pas savoir. Il va nous appeler. On lui avait donné notre numéro de téléphone à la gare. Il va revenir parce que moi je suis persuadée qu'en province les choses se passent plus facilement qu'à Paris. Et il arrive donc à Bayonne, et on va à la maison des associations, faire un l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, etc. Et là c'est une catastrophe, et on suit son parcours. Il va repartir à Paris et finalement ça sera beaucoup mieux à Paris. Ça c'est une autre histoire, c'est celle qu'il y a dans le livre. Mais en fait je profite de ce récit, en fait, avec toutes les paroles qu'il a pu entendre, tout ce qu'on a pu lui dire, pour un peu expliquer ce qui se passe à ce moment-là, à ces endroits frontières, que ce soit avec l'Italie ou avec l'Espagne. C'est qu'à savoir un mineur qui ne peut pas être irrégulier, puisque c'est un mineur. Et quand on se déclare mineur, on est mineur jusqu'à preuve du contraire. Et c'est à l'autre partie de faire la preuve qu'on ne l'est pas. C'est jamais toi qui dois prouver que tu es ce que tu dis, c'est l'autre qui doit prouver que tu ne l'es pas, s'il pense que tu ne l'es pas. Donc ce jeune homme-là, on découvre qu'en fait, à notre endroit frontière, systématiquement, les gens sont reconduits de l'autre côté. Ce qu'on appelle en Espagne, on dit des devolutions al caliente, sur le chaud, comme ça, hein, c'est-à-dire complètement illégal en fait. Et c'est ce qui se passe. Et c'est prise d'empreinte systématique. Alors le jeune homme a tenu bon, il a dit, mais moi je ne demande pas l'asile, j'ai pas besoin que vous me preniez les empreintes. Si, mais non, non, etc. Jusqu'à ce qu'on le mette dehors. Donc c'est toutes ces choses-là que j'observe à ce moment-là pendant plus d'1 an, le temps qu'il soit tranquille, et qu'il maintenant il est tranquille, il est chauffeur routier, il parcourt pour l'instant l'Europe, bientôt le monde, c'est son rêve, avec un gros camion, parce que c'est je sais pas quoi. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là que je tente d'observer pendant presque 1 an, en fait, d'accompagnement. La parole des mineurs est souvent mise en doute, en fait. Oui, en fait, elle est mise en doute. Alors, elle est mise en doute parce que les gens sont pleins de soupçons, bon, Oui. premièrement, mais elle est mise en doute aussi, et puis parce qu'ils se mêlent de ce qu'il aurait. Enfin bon, il n'y a pas que l'âge qui est mis en doute, il y a tout qui est mis en doute, parce que c'est comme si tout d'un coup, devant l'autre, on avait envie de savoir comment s'appelle sa mère, alors que moi, c'est pas la première idée quand je rencontre quelqu'un, de savoir comment s'appelle sa mère, et si vous avez vécu avec elle ou pas, ou enfin bon, c'est des questions qu'on ne se pose pas entre personnes qui nous rencontrons, et là tout d'un coup, oui, il faut tout savoir de l'autre, et tout décortiquer, tout mettre en doute, mais bon, ça, après tout, qu'on soit curieux, mais le doute, il est triché en fait, parce que quand l'institution dit il est mineur parce que il a des rides sur le front, ou parce que il n'a pas eu un vécu qu'un mineur est capable d'avoir, ça veut dire quand même drôlement centré culturellement d'une manière qui, en effet, peut-être qu'un gamin de 15 ans qui a vécu
toute sa vie à Paris, au Pays Basque ou à Forcalquier, ne saurait pas se débrouiller sur un chantier en Algérie, quoique, hein, il n'a pas l'occasion non plus de prouver. Mais voilà, mais ça, c'est pas de bonne foi en fait. Donc, c'est pas un soupçon de bonne foi. C'est un soupçon qui rend fou parce que on a beau le contredire, ce soupçon-là, il restera soupçon puisqu'il n'est pas de bonne foi. Donc, c'est toute la perversité de ce système-là et c'est tout ça qu'on a appris ensemble avec ça, qu'on a dépassé, qu'on a vécu comme une lutte, comme un combat. Et ça a été très long. Ce projet-là, des îles et puis plus largement les autres, sont des paroles recueillies voilà, pour différentes urgences en fait. Il y a cette écriture pour les vivants, pour les morts et pour les disparus. Tu dis dans Des îles 2, la disparition a des degrés. Il y a les corps qu'on voit et compris et ceux qu'on ne voit pas, qui n'arrivent pas, qui sont en attente, comme celui d'Abdoulaye. Plus loin, les corps absents, dont on sait qu'ils ont disparu, qui ont des témoins, même si on les met en doute. Et puis, il y a les absences totales, celles que remplacent les histoires à l'infini, Dieu, les secrets. Les absents restent vivants tant qu'on ne les croit pas morts. J'ai appris que ce temps comptait. Il n'est pas alors question de faire le deuil, mais de garder vivant et secret un invisible. Oui, parce que peut-être que la chose à laquelle j'ai cette année et celle d'avant encore été le plus confrontée, mais encore cette année encore plus, c'est l'impossibilité du deuil en fait. Chose que je suis entourée de familles, hein, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Algérie ou au Maroc, qui ne croient pas. Qui ne croient pas. Alors quelquefois arrive, mais c'est ni la preuve, par exemple certificat de décès quand on a tout fait, justement comme on fait là au Baléares, pour arriver à obtenir un certificat de décès qui va inscrire via une autorité, un juge, quelqu'un, que le corps est absent, que le garçon est mort, que la jeune fille est morte, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui meurent, et d'enfants, et de tout petits enfants. Certificat de décès, ça vaut pas grand-chose. La parole des uns, elle peut être contredite par la parole des autres, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, parfois bien intentionné, veut laisser un espoir, parce que toujours peut-être quelque chose est possible. Or, si un bateau part d'un point X et n'arrive à aucun point possible, et que personne qui était dans ce bateau n'arrive, c'est bon, l'hypothèse la plus... enfin, la seule hypothèse à faire, on la connaît tous ici, parce qu'on n'est pas dans la situation. Et récemment, un monsieur m'a appelé, le bateau a disparu, sa femme était sur un bateau avec son bébé, et ce monsieur m'a appelé, ça fait un an, et je pensais qu'il avait tout doucement, pas accepté, parce qu'on n'accepte pas, mais enfin, pris acte en fait de la mort de sa femme et de son bébé. Et il y a quelques jours, il a téléphoné en me disant son téléphone sonne. Je dis oui, les téléphones, au bout d'un moment, les compagnies de téléphone les réattribuent les numéros. Et puis, c'est pas du tout rationnel parce que si elle avait un téléphone, eh ben, elle vous appellerait en fait. Donc, c'est même ce qu'il me disait prouvait qu'en fait, ça ne pouvait pas être elle. Mais il était persuadé. Je vous l'ai toujours dit, j'ai gardé ce message. Je vous l'ai toujours dit, vous n'avez pas cru. Moi, j'ai cru, elle est vivante. Un an après. Et on ne peut rien dire à ça parce que on se heurte à de quel droit je veux dire non, ta femme est morte, c'est d'une violence inouïe. Et je dis il faut prier pour elle et il faut penser, etc. Des métaphores en fait, des choses pour pas dire qu'elle est morte, mais parce que bon, beaucoup d'histoires comme ça. Tu écris donc écrire pour les vivants, les morts, les disparus et les familles. Et tu écris sérieusement. S'il y a un espace où on peut croire que le disparu est vivant, comment ne pas l'occuper? On prend au sérieux l'hypothèse de la survie jusqu'à ce que les signes ou les preuves abondent.
Renoncer à l'espérance serait une façon d'abandonner le disparu à la mort. Puis, on ferme les yeux. On permet. On ne se le permet plus. Puis, c'est peut-être lui. La preuve est le corps et ce qui coïncide. Tout. L'aspect, la taille, l'âge, les vêtements. La preuve ne prouve rien. Puisque le visage est défait, c'est peut-être lui. Je pense tout de suite qu'on peut l'entendre ainsi. Ce n'est pas lui. Oui. Dès que ça peut être lui, ça peut aussi ne pas être lui. Donc en fait, aucune preuve, même l'ADN, bon, l'ADN, c'est vrai en plus que ce sont des réseaux comment dire, à 80%, ça peut être de la famille. Il faut que ce soit le même frère, du même père, etc. pour que ça fonctionne, pour que ça coïncide parfaitement. Un ADN, ça ne coïncide jamais parfaitement. C'est à 80%, 70%, 75%. Et alors là, on dit oui, c'est plutôt oui, et sinon c'est plutôt non. Non, c'est les empreintes digitales. Les familles pensent, alors les rumeurs, il y a tout un tas de rumeurs, il y a tout un tas d'explications qui ne sont pas inintéressantes d'un point de vue géopolitique, etc. Par exemple, ce qui est pensé en ce moment, enfin, il y a eu plusieurs étapes. Il y a 2 ans, par exemple, les familles pensaient que les enfants étaient dans des prisons, en fait. Alors les Algériens, ils pensent qu'elles sont dans des prisons au Maroc. Et puis après, ça s'est déplacé. On a pensé que c'était le contraire, que c'était les frères de Tunisie, en fait, qui gardaient les enfants contre toute logique, en fait. Et donc, on a pensé que c'était les prisons de Tunisie. Et puis après, alors les gens ont embauché des avocats véreux, la plupart du temps. Ils ont dépensé énormément d'argent pour aller chercher les enfants dans les prisons tunisiennes, où ils n'étaient pas, bien sûr. Et après, ils ont imaginé que les enfants étaient dans des prisons d'Europe, notamment en Espagne. Nous, on a fait un très gros travail pour démentir ça, en expliquant chaque chose, chaque protocole, comment ça se passe, etc. Et aujourd'hui, la rumeur la plus... enfin, qui est infondée elle aussi. Alors rien n'est complètement infondé, puisque les fameuses prisons d'Europe, c'est nos fameux centres de rétention, où en effet on ne peut pas avoir de téléphone pendant... en Espagne, c'est 60 jours. En France, je ne sais plus où on en est maintenant. Mais en fait, les gens se débrouillent. On ne peut pas avoir de téléphone, c'est vrai. Mais les gens se débrouillent tous pour communiquer. Donc, c'est pas vrai qu'on peut disparaître au fin fond d'un centre de rétention. Mais n'empêche que ça part de ça. Le complotisme, en fait, il est toujours lié à quelque chose du réel, de l'ordre du réel. Et là, en ce moment, c'est Frontex. Alors Frontex, vous savez ce que c'est? La police, en fait, qui fait le tour et qui empêche, et qui produit de graves accidents. Parce que Frontex, avec les endroits dans lesquels il se situe, en fait, dans la mer, il oblige les bateaux migrants, en fait, à faire des parcours beaucoup plus sinueux et beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliqués. C'est vraiment le cas dans l'Atlantique, en fait, ça c'est évident. On ne peut plus du tout passer par Gibraltar, c'est un endroit dangereux, mais avant les gens partaient de là. Et du coup maintenant ils partent d'ici, là, ici, et même de plus bas, du Sénégal directement, ou de Mauritanie, et ils font des grands détours pour éviter les bateaux de Frontex. Bon, donc c'est vrai que Frontex est dangereux, c'est vrai, mais ce qui n'est pas vrai, c'est que sur les bateaux de Frontex, il y a des quantités de jeunes gens et de jeunes filles prisonniers qui attendent que l'Europe ait besoin d'organes vivants pour les leur piquer. Or, c'est ça le récit qui est produit, en fait. Et la place des enfants. Tu écris au tout début des îles 2. J'ai su que c'était auprès des enfants et des morts que mon temps était requis. Et plus loin, je ne savais pas que je me mettrais ainsi à chercher, effréner des enfants. C'est vrai. Pourtant, si je relis ce que j'écrivais au début, ce que j'écris depuis longtemps, ce que crient mes rêves tout le temps, un enfant appelle au secours. On parlait du parcours de Fatou. Qui est un parcours heureux. Qui est un parcours heureux, celui-ci. Un parcours heureux. Oui, beaucoup de parents sont séparés de leurs enfants. En ce moment, c'est le cas à Lampedusa énormément, puisque par exemple, alors je vais revenir à Fatou, puisque c'est une histoire heureuse, mais là, il y a une histoire qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, au départ de Sfax, qui est un des départs très 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 dangereux, le sud de la Tunisie.
Donc les bateaux partent et des Tunisiens dont on ne sait pas si ce sont... On dit que les migrants qui sont sur les bateaux disent que ce sont des pêcheurs, des ex-pêcheurs sans pêche peut-être, et complètement désespérés, des gardes-côtes déguisés en pêcheurs, des brigands, des pirates, enfin on ne sait pas, entourent les bateaux en fait, les empêchent en fait d'avancer, provoquent des vagues en fait tout autour des bateaux pour voler les moteurs. Pour voler les moteurs. Donc là il y a énormément de naufrages, énormément. Tous les naufrages que j'ai cités, la moitié ont été provoqués comme ça. Soit par les gardes-côtes directement, tunisiens, hein, qui ne se cachent pas, soit par ces fameux pêcheurs, dont moi je ne dirais pas que ce sont des pêcheurs, je ne sais pas, mais dont les gens qui le vivent disent que ce sont des pêcheurs. Bon. Donc les bateaux sont entourés, sont amenés vers une zone où on ne peut pas aller, parce que ce sont des zones militaires, et qu'on ne peut pas survoler non plus. Donc là, quand même, les hélicoptères italiens, quand on arrive, nous, à être au courant, nous, un petit groupe vigilant, on appelle les gardes-côtes tunisiens, et s'ils peuvent survoler, ils font un peu peur à ces fameux pêcheurs. Mais nous, on est très étonnés de voir qu'il n'y a pas de poursuite, parce que les bateaux, on les voit. On a même des photos de ces bateaux-là, qui viennent intercepter les migrants en mer pour voler les bateaux. Après, avec des moteurs, on pense qu'ils les revendent en fait pour recommencer le commerce en fait, mais ça fait énormément de morts. Et donc, lors d'une opération comme celle-là, les gardes-côtes tunisiens, italiens sont venus et les fameux pêcheurs, voyant les gardes-côtes italiens, ont cessé leur tentative en fait de naufrage en fait, et ont pris sur les bateaux les gens qui étaient en train de se noyer, quelques-uns. Et les gardes-côtes italiens en ont pris d'autres. On était dans les eaux italiennes en fait, ça veut dire que tout le monde pouvait rentrer à Lampedusa. Mais ça n'a pas été le cas, parce que tous les gens qui étaient sur les bateaux des pêcheurs, en fait, ont été ramenés à Sfax. Et les autres ont été amenés côté italien. Ça s'est passé plusieurs fois comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des mamans et des bébés qui ont été séparés. Donc des bébés tout petits, hein, un petit bébé de 3 mois qui est arrivé à Lampedusa et la maman renvoyée à Sfax. Ça arrive très régulièrement. Donc cette histoire-là, elle a eu lieu mi-avril à peu près. On a suivi ça de très près. Une autre petite fille qui n'a pas 3 mois, mais un petit peu plus, la même chose. Elle est dans un centre, c'est bien protégé en Italie, mais la maman est à Sfax et la maman va retenter le voyage pour y retourner. Moi, je suis de très près un petit garçon qui est dans un centre en Espagne, dont la maman et le petit frère sont morts sur un bateau, sur le côté Atlantique, côté Canaries. Et le papa, lui, est au Maroc. Et lui, il est sidéré. Il est toujours dans le... Il n'arrive pas, ni financièrement d'ailleurs, mais ni même moralement, à avoir le courage de monter sur un bateau. Ça veut dire qu'il est... il a toute la culpabilité, il avait payé le voyage, vous imaginez. Et du coup, il est au Maroc, et son petit garçon qui vient de fêter ses 7 ans, ça fait 2 ans qu'il est en Espagne. Voilà, donc les enfants séparés de leurs parents, c'est commun en fait, c'est commun, c'est tout le temps. Et la petite fille dont je parle, le petit bébé de 3 mois à Lampedusa, on a lancé une recherche Croix-Rouge, rétablissement des liens familiaux qui sont très 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 peu efficaces parce que très 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 débordés, parce que là on la trouve pas. Quand c'est un enfant qui a 10 ans, 11 ans, il communique, il dit à peu près comment s'appelle sa maman, etc. Et on arrive à parler, mais là 3 mois, 5 mois, on n'y arrive pas. Donc c'est très très fréquent. C'est très très fréquent. Et donc c'était le cas avec Fatou, donc, dont il est question dans les deux, qui fait le lien en fait entre des îles 1 et des îles 2. Puisque Fatou, quand je suis aux Canaries, en 21, en mois de mai 2021 à peu près, je suis avec une photo d'elle, puisque sa maman, qui vit en France depuis longtemps, mais qui n'a pas de papier encore, maintenant oui, mais à l'époque non, sait qu'elle est montée sur un bateau, sait que le bateau est arrivé, mais ne sait rien sur sa petite fille,
ni sur la dame qui l'accompagnait, puisqu'elle n'était pas seule sur ce bateau. Et quand j'arrive aux Canaries, on me dit, je savais la date, je connaissais les bateaux. Vous savez, les bateaux, on les détermine, en fait, on les appelle, les gens eux-mêmes les appellent les convois. Et on appelle ça les convois par le nombre, en fait, de personnes. Donc c'est le convoi 59, partie de Tantan, c'est le convoi 45, partie de Dakhla, etc. Donc je savais exactement quel était le bateau. Et on me dit là-bas, n'aie pas d'espoir parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants morts sur ce convoi-là, parce que c'est un bateau qui a mis peut-être 10 jours en mer. Donc on boit de l'eau, enfin bon. Et donc, malgré tout, on la cherche et on la trouve, hein, contre toute attente, dans un centre de protection des mineurs, dans une petite ville à côté de Gran Canaria. Et dans le tome 2, en fait, c'est un peu le fil conducteur des îles 2, parce que c'est un fil conducteur joyeux, mais joyeux, mais quand même très 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 difficile, parce que c'est tout le combat administratif, en fait, pour ramener cette petite fille à sa maman. Ce qui ne sera pas facile non plus de l'Espagne à la France, vu que elle a un tuteur, c'est le gouvernement des Canaries, elle est sous la tutelle du gouvernement des Canaries, il va falloir casser cette tutelle-là, sans passer par un juge, parce que entre la France et l'Espagne, un juge qui, aux affaires familiales, on n'en a pas trouvé, en fait, ça a été impossible à démêler, donc on l'a fait d'une manière administrative. Elle a quitté le territoire espagnol et elle a rejoint sa maman en France en passant la frontière d'une façon, alors qu'elle est enfant et que rien n'est illégal pour un enfant, malgré tout d'une façon illégalisée, on va dire. Donc c'est des histoires comme ça. Et donc ces récits, voilà, écrits à la mémoire des vivants, des morts, des disparus, des enfants, de tous, et qui forment en fait un ensemble documenté, des traces. J'ai envie de, enfin, voilà, l'écrire pour qui? Pour témoigner de ça. Ben c'est ça que je ne sais plus très bien maintenant. Ouais. Je crois que là, j'aurais répondu à ça il y a un mois encore, avec plus d'énergie et de je ne sais pas quoi. L'écrire parce que oui, je crois, bien sûr que je crois au témoignage, mais le problème dès qu'on dit ça, c'est qu'on se place dans un temps d'après, quoi. Oui, dans 10 ans, ça sera important de savoir ce qu'on a vécu et ce que les gens ont vécu, mais on est... Voilà, donc aujourd'hui, j'avoue que mon élan est un peu brisé, quoi, même dans l'écriture documentaire, parce que bah, en fait, j'en fais plus dans le réel que je n'écris. Mais malgré tout, j'écris. Et écrire, c'est un plaisir. Parce qu'écrire, c'est parce que j'aime ça, parce que je sais faire. Enfin, je sais pas faire, mais je sais rien faire d'autre, disons plutôt. C'est plutôt ça. mais voilà, parce que je me mets à mon bureau et que tout d'un coup, les choses prennent sens, en fait. Mais tu écris, on fait au présent, au moment de l'événement, un travail de mémoire, celui qu'on s'attend à faire au futur de l'événement. Chercher les noms, les os, les arranger, composer, recomposer. Savoir qui était là, en tel lieu, forêt, camp, église, chantier, qui n'y est plus. Interroger, faire parler, expliquer, s'expliquer. Dessiner dans l'air et l'eau la forme perdue des corps, la faire entrer dans des bases de données. À côté de chaque chiffre, un nom et un prénom. Il en manque, parfois il y en a trop. On passe notre temps, il y en a trop, on passe notre temps à faire des bases de données, à mettre des noms, des images sur des chiffres, en fait, parce que quand je vous dis 3000 morts, 3000 morts en 3 mois au départ de Sfax, et puis dès que on a les photos des bébés, dès qu'on a les photos des mamans et de ce qu'elles imaginaient avant, puisqu'elles sont bon voilà, enfin c'est bien sûr qu'il faut continuer à le faire, évidemment, et qu'on va continuer à le faire. Après, l'écrire, pour qui, pourquoi, et c'est ça maintenant la question à quoi il faut répondre, mais chaque chose en son temps. Mais moi, je pense que là, aujourd'hui,
tous nos tableaux, tout ce qu'on a fait, on en a des tableaux, on en a des archives, on en a tout ça, il faudrait essayer de tenter d'alerter. Bon, c'est ce que je vais faire. Non, mais on alerte depuis toujours, on sait très bien, mais attends, c'est pas. Bien sûr, je sais qu'on ne sert pas à grand chose, mais pour autant, je donne un exemple précis, parce que sinon, quand c'est trop global, on ne voit pas. Je reparle de l'Andalousie parce que j'y suis en ce moment, même si c'est tout mon matériel qui est de l'Andalousie. J'ai parlé de 2 corps qui ont été brûlés. Bon, c'est pas rien, c'est une transgression inouïe, puisque dans la loi espagnole, on peut pas, ce sont des corps musulmans, c'est pas possible. En fait, dans la religion musulmane, les parents sont encore plus brisés, ils ne le savent pas encore. C'est quelque chose que, enfin, c'est quelque chose qu'ils redoutaient tellement que de le savoir, ça va déclencher quelque chose d'immense en fait. Donc, il faut l'accompagner pour savoir exactement ce qui s'est passé juridiquement, etc. Bon. Et l'écrire, pourquoi pas? Ça donnera à savoir, à connaître, mais comme je disais, c'est comme presque un témoignage d'après-coup. Mais ce qu'on peut faire aussi, au même moment qu'on l'écrit, c'est l'écrire d'une façon extrêmement... moi, ce que j'ai demandé avec une avocate qui m'accompagne, avec qui on a découvert en fait que ça s'est passé, grâce à qui on a eu les ordonnances du juge qui a ordonné en fait la crémation, c'est un rendez-vous devant la conseillère de justice de la communauté autonome d'Andalousie avec tout un argumentaire, tout un protocole en fait. On fait signer des associations religieuses musulmanes et des associations religieuses catholiques, bien sûr, parce que ça concerne tout le monde. Et on dit, voilà comment ça doit se faire. Et voilà, dans ces 2 cas précis, puisqu'on a tellement travaillé, moi, le livre que j'écris là, je détaille exactement comment on a pu en arriver là, quelle est la série, en fait, d'enchaînement, à la fois d'enchaînement d'erreurs, d'enchaînement non pas d'incompétence, mais enfin et quelquefois de même pas d'erreur en fait, d'enchaînement de faits comme ça pour arriver à ça qui est illégal. Bon, eh bien, on va vous décrire exactement ce qui s'est passé et on va vous mettre sous les yeux, gentiment, hein, très poliment, etc. Comment ça a pu être possible? On défait la chaîne, on le met sous les yeux et voilà, on vous demande d'être... Parce que... Donc ça, c'est sur une situation. Mais je pense que, par exemple, la Tunisie et l'Italie, c'est une autre question qui est bien plus... il faut être plusieurs, en fait. Il faut être nombreux. Il faut pas être... Mais c'est la même chose, ça se fait. Il y a des gens qui sont en train de faire des plaidoyers pour que ces plaidoyers-là, notamment des plaidoyers qui paraissent très décevants et déceptifs parce que ce sont des plaidoyers d'après-coup. Voilà. C'est par exemple le plaidoyer pour que tous les gens qui ont un disparu, un absent, puissent recevoir une attestation qui dise, de la part de la Croix-Rouge par exemple, de la part de France Terre d'Asile par exemple, de la part d'une structure qui peut le garantir, que ce disparu ne reviendra pas, comme on l'a fait à d'autres époques historiques en fait. Voilà. Et ça, se battre pour ça, bien sûr, on est ceux qui nous battons pour après. Et bien sûr qu'il faut se battre aussi en amont pour que les politiques changent, c'est une autre question. Mais ce n'est pas une autre question, c'est la même et elle est encore plus urgente. Mais là, pour le coup, elle est en ce moment, je sais, là, moi, je sais pas comment faire. En revanche, pour, pour adoucir le deuil, on va dire. Sur cette question, enfin sur la question des langages administratifs et du transport de ces récits vous parlez avec Mathieu Pote-Bonneville du coup on ne sait pas trop qui écrit dans quelle partie, mais il y a cette question, il faut toujours raconter 2 histoires en même temps, parler au moins 2 langues, parler le droit et la jurisprudence avec l'épopée, les mesures administratives et le récit de ces mesures avec celui des circulations et des étapes.
Je ne me rappelais plus du tout qu'on avait dit ça, mais c'est ce que je viens de dire. C'est absolument ça, oui, oui, oui. Et en fait, c'est ce qui traverse aussi des îles, c'est ce qui questionne. On va peut-être parler un peu plus de comment dire tout ça. Il est passionnant ce livre-là. Alors, c'est peut-être en dehors du contexte, mais je ne résiste pas à la tentation, et je reviendrai après sur cette question de la langue. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire cette page sur les récits. Je pense aux histoires. Tu es d'accord, on en a plein. On en lit, on écoute, on regarde plein, on en connaît, fait passer, on en invente, réinvente. On déborde d'histoires, par exemple, celles qui nous sont racontées, en face à face. On les oublie, tu es d'accord? On ne les garde pas toutes. Beaucoup disparaissent, mais sont passées par là. Ce n'est pas parce qu'elles sont passées par là, au passé composé, qu'elles sont mortes. Elles ont fait quelque chose à nous deux, aux autres, au monde, à celles et ceux dont il était question. Elles sont passées par là, mais ne sont plus forcément rattrapables, audibles, visibles. C'est quoi leur statut? On en fait quoi? Je voudrais plaider pour le tourbillon immense, de l'ordre de l'exagération, des histoires qu'on se raconte et dont on ne fait rien, des histoires qui nous sont racontées et qu'on oublie en partie ou complètement, qu'on garde muettes ou en suspens. Cette réserve d'histoires non sues ou plus du tout sues. Réserve d'histoires réservée dans le sens de pudique ou qui ne la ramène pas. Je ne sais pas, mais ces histoires tapies par là, elles n'en pensent pas moins, le monde est un peu différent après et avec elles. Elles font augmentation. Ce que je voulais dire, j'aime qu'on ne fasse rien d'elles. J'aime qu'elles fassent et j'aime aussi qu'on n'en fasse rien ou qu'on puisse n'en faire rien. Elles sont assez indépendantes. On les considère en considérant aussi l'oubli, partiel ou pas, qu'on a d'elles. C'est fort. Elles sont fortes. Ici, mais on y reviendra, dire un mot de ce qu'elles font, les oubliées, les silencieuses, les histoires qu'on ne raconte pas, comment elles changent le monde. Voilà, le transport de ces histoires, le récit, ce double langage en fait, qui est autant celui des paroles que tu rapportes, des parcours que tu détailles, sur lesquels tu enquêtes, ta propre réflexion, ce langage administratif qu'il faut parler pour aider en fait, pour avoir voilà. Et ce dont il est question ici avec Mathieu, c'est les histoires qu'on ne met pas dans les livres, mais qui accompagnent pour autant les livres, parce que c'est vrai qu'on est plein d'histoires, et c'est vrai qu'on adore ça. Et c'est vrai que de parler, de se mettre à essayer de parler, comme on le dit au début, de langage, le langage administratif, et ça va pas de soi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'allait pas de soi. Hein. C'était pas quelque chose que je savais ou que je pensais savoir faire. Et donc, se dire que toutes les histoires dont on est composé, alors peut-être que c'est, bon, comme vous l'entendez, je ne suis pas complètement enthousiaste en ce moment sur la portée ou la capacité par le livre ou par le documentaire ou par la littérature à bouger quelque chose dans le réel, mais malgré tout le passage que tu as lu, voilà, on est quand même vecteur d'histoire et c'est ça qui continue en tout cas. C'est ça qui fait qu'on continue en fait. Voilà. Peu importe, c'est un peu comme quand, peu importe qu'on croit, peu importe qu'on croit quel âge tu as besoin de ci et de ça, ben, peu importe que tu crois ou pas à tes histoires, tu les portes en fait. Donc, continue. Alors, comment dire, comment écrire, comment traduire il y a dans la mise en forme une forme fragmentée, mais qu'on retrouve, enfin parcellaire, mais qu'on retrouve dans d'autres ouvrages. Un jeu qui est partagé entre celui des personnes que tu fais parler, des histoires, des récits que tu accueilles, un jeu qui est le tien aussi, d'une pensée en mouvement, voilà, qui donne une forme de polyphonie. Et une succession, ça donne aussi ce sentiment-là, cette impression cette forme fragmentée d'une succession d'images, une succession de plans. Et on a l'impression, alors là-dessus, c'était un peu
comment tu passes au geste d'écriture quand tu accueilles ces récits-là? Est-ce que tu transportes tout ça avec toi? Est-ce que tu l'écris? Est-ce que tu l'enregistres? Est-ce que... Non, dans Daisy le 1, il y a un passage qui est enregistré. Il y a deux passages dans Daisy le 1, simplement, où la personne avec qui je suis sait et est d'accord que c'est pas vraiment un dialogue, que c'est moi qui pose des questions et qu'il répond. Deux fois. C'est le long passage avec Denis. Denis, c'est un garçon qui écrit un livre magnifique qui s'appelle Les héros du quotidien. Il est camerounais, il vit en Côte d'Ivoire. Et il est en Côte d'Ivoire, moi je suis au Pays Basque et on fait un Zoom partagé et je lui pose des questions parce que lui il a fait ce parcours migratoire et il a choisi de rentrer au pays, ce qui a été un parcours, ce qui n'a pas été un choix facile du tout, parce qu'il a fait une dépression en revenant au Cameroun et il a écrit un très très beau livre. Vraiment, ça s'appelle Les héros du quotidien, c'est publié chez Dacre et ça va prochainement être republié. Voilà. Et donc avec lui, c'est une volonté parce qu'il veut parler de cette expérience. Donc c'est quasiment, moi je suis journaliste en fait, je pose des questions et il répond. Alors après, quand je le transcris, tout ce qu'on a fait, j'avais sauvé deux fois, j'avais notre Zoom, et vous savez comment c'est Zoom, hein, souvent ça marche pas quand même. Et donc j'avais aussi enregistré avec mon téléphone qui courait à côté, donc j'avais deux enregistrements et après quand je le transcris, j'accommode en fait mes questions à ce qu'il répond. Finalement, je finis par écrire comme j'écris toujours en entrecroisant c'est plus qu'un dialogue en fait, c'est un entrecroisement de monologues en fait. On se croise, on se parle, on prend la parole les uns sur les autres. Et l'autre, c'est un peu plus rigolo, c'est sur l'île de Lesbos, c'est surtout des Afghans, des Syriens que j'ai rencontrés et des Congolais. Ces Afghans et les Congolais qui étaient à Lesbos, à Moria à ce moment-là. Et il y avait quatre Burkinabés. Pourquoi? Voilà, quatre garçons burkinabés, dont un garçon qui aujourd'hui a des papiers, se débrouille très bien, il vit toujours à Lesbos, mais par choix, parce qu'il s'est attaché à l'île, c'est le seul réfugié que je connais qui adore cette île. Et il est là-bas et il était dans un bus, etc. Et j'ai très vite compris qu'il était burkinabé, je ne sais plus comment. Et je lui ai dit ce que je faisais là et que je documentais. Il m'a dit, tu veux une interview? Et j'ai dit, bien sûr. Et donc, je l'ai fait. Mais ça ne m'arrive jamais. Et c'était très drôle, son interview. Je crois que quand je l'écris après, donc lui, il savait très bien, mais là, j'ai pas mis de... J'ai pas su déclencher, j'avais tout ce qu'il fallait pour déclencher mon enregistreur, mais j'ai pas su le déclencher. Donc, je prenais des notes simplement, mais lui pensait que ça marchait en fait. Et donc... il parle à quelqu'un à qui il veut dire certaines choses et aussi il veut m'impressionner en réalité. C'est lui qui me raconte toute l'histoire des fétiches, toute l'histoire de sa grand-mère qui se transforme en sanglier. Enfin bon, il me fait de l'exotisme en fait, mais avec beaucoup d'humour, sachant que je le crois, c'est pas que je le crois pas, mais que je suis amusée du coup. Et c'est un chouette dialogue en fait qui était presque improvisé mais qui n'était pas du tout du même ordre avec Denis. Avec lui, ça n'a rien à voir avec les autres dialogues parce que ni lui ni Denis n'ont eu besoin de moi en quelque sorte pour faire quelque chose dans le réel, alors que toutes les autres personnes, nous sommes impliqués, c'est pas qu'ils ont besoin, mais nous sommes impliqués en commun dans un projet en fait, dans un projet qui est un projet de vie. Voilà. Et donc, il y a quand même enfin, souvent une progression qui vient, qui peut être entrecoupée, mais il y a des moments qui sont datés. On a l'impression d'évoluer dans une forme de journal, mais qui s'efface un peu quand même pour laisser en effet la place à une grande voix, quoi. Enfin, voilà, ou plusieurs voix. Tu écris sur la forme, les histoires se racontent par fragments, morceaux, faux filages, reprises, différences et variations.
elles sont des simulacres, une histoire se double elle-même ou d'elle-même. Ouais. Je suis confrontée à ça en ce moment même parce que l'histoire des corps retrouvés ou pas retrouvés ou en cendres en Andalousie et aux Baléares, à Ibiza exactement. Comment dire, l'enquête, je la mène depuis quelques mois. Et avant d'avoir la réponse qui vient de tomber là, avec l'ordonnance des juges, donc là, il n'y a plus de... On a eu tellement de versions, tellement de possibilités, tellement de gens qui nous ont parlé, tellement de gens qui m'ont répondu, qui ont pensé que c'était comme ça. Et puis, à chaque fois, je disais, mais attends, là, c'est pas précis, là. Interpol a dit à cette maman quoi, mais je vais t'expliquer, et à l'intérieur de ça se déployer une autre histoire. Et alors la question après, et je suis dedans là en ce moment, c'est est-ce que je raconte ce que j'ai cru vrai à un moment, il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, qu'aujourd'hui je sais qu'il n'est plus vrai, et donc je raconte comment de cette vérité que j'ai crue il y a un mois, ben, elle a été contredite, et comment et pourquoi, et voilà. Ou est-ce qu'il y a des moments où je vais faire des sauts, en fait, dans le récit témoignage, parce que moi, je trouve ça très intéressant qu'on n'arrive pas à avoir une réponse directe tout de suite. En fait. Et du coup, c'est très intéressant. Et ça fait du lien avec ce qu'on disait sur les histoires qui passent par là. C'est-à-dire que une histoire fait beaucoup d'histoires. Une histoire fait beaucoup d'histoires. Une personne disparue, morte, même son corps qui est encore là, fait beaucoup parler de lui. Et d'une manière contradictoire, d'une manière multiple, qui est aussi une chose qui, moi, me donne quelque chose, me donne et donne aussi. Pourquoi une histoire fait beaucoup parler? Parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Ni les gens qui sont concernés, comme les parents, ni les intermédiaires qui vont me parler, mais ni moi non plus. Et donc, je me bagarre avec cette multiplicité d'histoires autour d'une histoire que je voudrais garder, à condition évidemment qu'elle soit lisible. Il ne faut pas qu'elle soit... Mais je pense qu'il y a moyen de la rendre lisible et très complexe, parce qu'elle est très complexe. Parce que moi, mon accès à l'histoire totale, en fait, au bout du compte, a été fait d'allées, de venues, d'erreurs, de tâtonnements, de malentendus aussi. Voilà. Quand je dis à une famille, mais comment vous l'avez su que votre fils est mort? C'est Interpol qui me l'a dit. Bon, mais qui c'est Interpol en fait? Est-ce que c'est le commissariat d'Alger? Est-ce que c'est le policier de Belabès? Est-ce que c'est qui vous a parlé? Et je sais pas parce que je me suis évanouie à ce moment-là. Bon, alors moi j'ai ça comme information. Alors j'appelle l'avocate qui dit, non, mais la dame s'est évanouie, elle ne sait plus si c'est, etc. Non, mais là, tu es dans un film, en fait. On ne s'évanouit pas au moment où... Il faut savoir à quel moment et qui lui a donné cette information. Et on recompose tout ça jusqu'à avoir des superpositions d'histoires, en fait. Donc là, c'est ce dans quoi je suis maintenant. Hein. C'est exactement ça. Alors, pourquoi J'ai encore tellement de choses. Enfin, voilà, je voudrais encore aborder tellement de choses, mais je crois qu'on est vraiment rattrapé par le temps. Et voilà, on passe peut-être à côté d'autres sujets qui sont essentiels et qui traversent ton œuvre. Je les donne comme ça quand même, et qui sont la question des corps, évidemment, mais dans toute ton œuvre. Et je sais pas, peut-être plus essentiellement encore dans des îles, de ces questionnements, en fait, toi, en tant qu'autrice, que tu poursuis autour de ce thème-là des corps, la question du lieu, de la géographie, de l'épopée, du transport, justement, du mouvement de ces corps, la géographie qui tient une place très importante sur les lieux que quittent ces personnes, les lieux vers lesquels ils vont, le lieu depuis lequel toi tu écris. Exactement. Voilà, la question de l'accueil, de l'hospitalité, je suis désolée, si tu veux en dire, mais on ne pourra pas en dire quelque chose en 2 minutes. Et, non, c'est une question qui se relie, en fait, tout ça. En effet. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Voilà, messieurs, dames, l'endroit depuis lequel parle Marie, qui est un endroit singulier,
voilà, dans nos librairies, dans la littérature, dans les livres, qui est à mon sens un endroit essentiel. Merci Marie. Merci. Merci pour tout. On n'en a pas fait le tour. On avait encore des choses à dire, mais on est rattrapé par le temps. L'échange va pouvoir se poursuivre de là. Et voilà, merci pour cette œuvre fascinante, intéressante, cette écriture que je trouve très belle. Et voilà, et que tu crées depuis des années cette œuvre d'humanité. Merci à tous. Merci. Je vous annonce les prochains rendez-vous avec Marie et donc l'association Désir de lire dans différents endroits. Le samedi 20 mai à 18h au Revès Saint-Martin, donc tu es invité par la commune à cet endroit-là à 18h, un apéritif suivi d'échanges. Puis 2 rendez-vous à Château-Arnoux le 26 mai, le vendredi 26 mai à 15h pour un atelier d'écriture